Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'écoute. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, des Tchèques qui se mobilisent par milliers pour défendre l'audiovisuel public, notamment la télévision et la radio publique du pays, menacés dans leur indépendance par la coalition gouvernementale au pouvoir. On ira faire un tour du côté de la Moravie et de la ville de Přibor, la ville natale de Sigmund Freud, qui marque aujourd'hui son 170e anniversaire. C'est le 170e anniversaire de la naissance du père de la psychanalyse. On en parle dans cette émission. Voilà pour l'essentiel du programme. Et tout de suite, on fait le point sur l'actualité. C'est en compagnie d'Anna Kubishta. Les informations. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Prague mardi en fin de journée à l'appel du mouvement civique Milion Chvilek pour soutenir la télévision et la radio publique tchèque. La manifestation visait à protester contre le projet de loi prévoyant notamment de transférer leur financement via la redevance audiovisuelle vers le budget de l'État, ce que les organisateurs et de nombreux observateurs jugent dangereux pour leur indépendance. Les participants se sont réunis sur la place de la Vieille Ville avant de défiler dans les rues jusqu'au siège de la radio tchèque. Et toujours sur ce sujet, les syndicats de la télévision et de la radio publique tchèque ont rejeté les déclarations du ministère de la Culture qui affirme qu'un accord avait été trouvé sur le projet de réforme du financement des médias publics. Selon eux, aucune véritable convergence n'a été atteinte lors des discussions avec le ministre de la Culture, Otto Klempiš. Je rappelle donc que le projet prévoit de remplacer la redevance par un financement direct via le budget de l'État. Les représentants des personnels des deux médias publics affirment qu'ils restent en désaccord sur les points essentiels de la réforme et demandent à être pleinement intégrés aux discussions futures. Dans le parc national de la Suisse tchèque, les pompiers sont toujours mobilisés pour la 5e journée consécutive dans la lutte contre l'incendie de forêt qui s'est déclaré samedi, touchant plus de 100 hectares. À l'heure actuelle, il ne reste plus qu'environ 5 hectares à maîtriser. Les opérations se font désormais uniquement au sol après l'arrêt des interventions aériennes. Environ 370 pompiers restent mobilisés, un effectif qui pourrait diminuer progressivement en fonction de la situation qui s'est un peu améliorée grâce aux pluies. Dans la nuit, un seul blessé léger est à signaler depuis le début de l'intervention. Un adolescent a été condamné par le tribunal de Brno à 18 mois de prison avec sursis, assorti d'une période probatoire de 3 ans pour avoir soutenu et fait la promotion d'organisations terroristes sur Internet. Il devra également se soumettre à un contrôle judiciaire. Le tribunal lui a également interdit d'utiliser pendant 1 an certains réseaux sociaux comme Instagram, Telegram et TikTok. Entre 2023 et 2025, il avait diffusé sur les réseaux sociaux des contenus glorifiant notamment l'État islamique et d'autres groupes terroristes. La Fédération des communautés juives de Tchéquie s'oppose fermement au projet de concert du rappeur américain Kanye West qui se fait désormais appeler Yee, prévu en juillet à Prague. Elles estiment qu'il est inacceptable qu'un artiste ayant tenu par le passé des propos antisémites et exprimé des sympathies pour le nazisme puisse se produire dans un pays directement marqué par l'histoire de la Shoah. Des organisations de défense des droits humains avaient déjà exprimé leur inquiétude, lançant notamment des pétitions pour demander l'annulation de l'événement. Un mot de météo pour terminer. Jeudi, jour de fête des Stanisław, grisaille et possibilité de pluie avec une baisse légère du mercure, 17 degrés pour les moyennes maximales. Radio Prague International, le programme francophone. Plusieurs milliers de Tchèques ont défilé dans le centre de Prague depuis la place de la Vieille Ville jusque devant le bâtiment de la radio publique tchèque mardi 5 mai en fin d'après-midi pour exprimer leur crainte de voir les médias de service public être transformés en un instrument de propagande politique. Organisé par le mouvement civique 1 million de moments pour la démocratie, cette manifestation faisait suite à la présentation du projet de loi visant à supprimer la redevance audiovisuelle et à transférer le financement de la télévision publique et de la radio publique vers le budget de l'État. Des infos supplémentaires avec Guillaume Narguet. Stáhněte zákon na zestátnění televize a rozhlasu, nesahejte na jejich financování a nepokoušejte se je podřídit vašemu politickému vlivu. Zkrátka, stáhněte tu věc! Intitulée « Ne touchez pas aux médias », cette marche a commencé par un rassemblement sur la place de la Vieille Ville, donc
un rassemblement auquel plusieurs dizaines de milliers de personnes, selon ces organisateurs, ont participé. Président de 1 million de moments pour la démocratie, mouvement à l'origine des grandes manifestations qui se sont tenues à Prague et ailleurs dans le pays ces derniers mois, Mikuláš Minář, que l'on vient d'entendre, Mikuláš Minář donc, a appelé au retrait d'une loi qui, selon lui, je cite, vise à nationaliser les médias de service public et à exiger que le gouvernement dirigé par Andrej Babiš cesse de vouloir mettre la main sur la télévision et la radio tchèque. Ten jako zákon může ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií, které by podle mě měly zůstat nezávislí, protože pak jejich názor je objektivní. Je důležité, že chceme mít svobodný média, aby neovlivňovali žádní politici a nikdo, aby to bylo vždycky v rukou lidí. Dans la foule, les participants ont pour leur part exprimé leur crainte de voir disparaître, je cite, un traitement objectif de l'information ou encore, je cite toujours, des médias politiquement impartiaux et piliers de la démocratie. Le cortège de manifestants a ensuite défilé dans le centre de Prague pour se rendre jusqu'au pied du bâtiment de la radio tchèque où, depuis les fenêtres, plusieurs journalistes et employés de la radio les ont remerciés pour leur engagement en faveur de l'indépendance de l'audiovisuel public. Une liberté éditoriale dont l'opposition au gouvernement et les critiques du projet de loi estiment qu'elle serait remise en cause en cas d'adoption du texte. Český rozhlas a Česká televize se neslučuje, rady necháváme beze změny. Présenté à la mi-avril par le ministre de la Culture, Otto Klempiers, que l'on vient d'entendre. Otto Klempiers, membre du Parti national conservateur des automobilistes, une des 3 formations de la coalition gouvernementale formée par Andrej Babiš à l'automne dernier. La proposition vise notamment à modifier le mode de financement de la télévision tchèque et de la radio tchèque. Parmi les principales mesures envisagées figure la suppression de la redevance versée chaque mois par les foyers et les entreprises comptant plus de 25 employés pour assurer le fonctionnement des 2 institutions médiatiques. Si le gouvernement parvient à ses fins, le financement de la télévision et de la radio tchèque sera alors garanti par une subvention annuelle issue directement du budget de l'État. Le montant de cette subvention serait toutefois sensiblement inférieur au budget dont les 2 médias disposent actuellement. Bien que son entrée en vigueur soit espérée par le cabinet dès 2027, le projet en question, vivement critiqué par de nombreux experts pour la faible qualité de sa préparation, n'en est toutefois pour l'heure encore qu'en phase de procédure de consultation. Compte tenu de la longueur de la procédure législative et des nombreuses obstructions annoncées par les partis de l'opposition à la Chambre des députés, il est donc peu probable qu'il puisse être adopté avant la fin de cette année. Já o tom nepochybuju, že to bude na celý rok tahle debata, ale nikoho neohrožujeme a chceme férovou a transparentní debatu. Il y a peu, après avoir rencontré le directeur de la télévision tchèque et tout en ayant affirmé à plusieurs reprises déjà que les Tchèques, je cite, n'avaient pas à s'inquiéter pour l'indépendance des médias, Andrej Babiš lui-même a d'ailleurs admis qu'il ne doutait pas que ce débat durerait toute l'année. En attendant donc de voir quelle suite sera donnée par le gouvernement et son chef à l'évaluation du projet de loi, ou encore le résultat auquel aboutiront les négociations en cours entre les syndicats de la télévision et de la radio tchèque et le ministre de la Culture, les responsables de 1 million de moments pour la démocratie ont d'ores et déjà annoncé mardi que de nouvelles marches pour la défense de l'audiovisuel public se tiendraient dans les chefs-lieux des 12 autres régions du pays. Ce sera le 17 mai prochain, des marches qui seront suivies d'une nouvelle manifestation à Prague une semaine plus tard, cette fois devant le siège du gouvernement. Et puisqu'on parle des médias publics et de la défense des médias en général, c'est l'occasion
de rediffuser un entretien enregistré par Magdalena Hrozinkova avec le directeur général de Reporters sans frontières. Il s'appelle Thibaut Brutin. Il évoque la mission de ce premier bureau fondé à Prague de l'association de l'organisation Reporters sans frontières, le premier bureau en Europe centrale et orientale, inauguré il y a quelques mois avec le soutien du président de la République tchèque, Petr Pavel. Rediffusion donc de cet entretien avec Thibaut Brutin. Alors à Reporters sans frontières, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est dans un développement international et l'idée c'est que nos bureaux ne soient pas, je dirais, des bureaux qui représentent RSF, mais qui soient au contraire des bureaux qui baignent, infusent dans les communautés journalistiques et médiatiques. Nous avons aussi par ailleurs conscience des problématiques de la liberté de la presse au sein de l'Union européenne. On ne peut plus, comme au début des années 2010, considérer que tout va bien et qu'il faut se concentrer sur les pays de l'entourage et du voisinage européen. Il faut travailler sur les enjeux de liberté de la presse. Et Prague, de toute évidence, parce que la Tchéquie est un pays qui structurellement va mieux en termes de liberté de la presse. Elle est classée 10e au classement mondial, nous paraissait le lieu idéal. Je rajoute qu'il y a aussi une communauté journalistique puissante avec des médias en exil ou des médias comme Radio Free Europe qui sont des médias d'importance mondiale. Donc on s'est senti bienvenu et on est très sensible aussi à l'histoire de la Tchéquie, de son combat pour la liberté de la presse depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et je crois qu'on a vocation à aider. Vous avez dit que ce bureau était un tremplin idéal pour renforcer vos opérations justement dans les États membres de l'Union européenne et aussi dans les pays candidats à l'adhésion. C'est ça ? Oui, parce que en Europe centrale, on voit ce qu'il est advenu en Hongrie, qui aujourd'hui est peut-être un anti-modèle pour la liberté de la presse, où à la fois les médias sont sous contrôle des amis de Viktor Orban, mais on voit aussi une utilisation politique terrible des accusations portées contre les journalistes. On voit aussi la Slovaquie, où il y a aussi une reprise en main notamment des médias de service public. Tout ça est très inquiétant et donc on voit une érosion de la liberté de la presse dans certains des pays qui sont rentrés le plus récemment dans l'Union et puis on voit que les candidats à l'adhésion, j'étais en Bosnie récemment, ne font pas beaucoup de progrès vers une presse libre alors que ça fait pourtant partie du socle attendu de la part des pays qui sont candidats à l'Union européenne. Donc il faut trouver une façon aujourd'hui de relancer la machine, je dirais, en faveur d'une presse libre, d'une presse aussi qui est soutenable en termes de qualité, d'une parole publique qui est responsable. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas gagné. En Tchéquie, après les élections législatives, avec l'arrivée au pouvoir du parti populiste ANO d'Andrej Babiš et sa collaboration avec les partis d'extrême droite, il y a des craintes pour l'avenir de l'audiovisuel public. Qu'est-ce que Reporters sans frontières peut alors faire concrètement pour soutenir l'audiovisuel public, par exemple, en Tchéquie ? Reporters sans frontières ne fait pas de politique et je crois que c'est tant mieux parce que la liberté de la presse, elle bénéficie à tout le monde et je crois que c'est une liberté publique qu'il faut défendre quelle que soit son adhésion partisane. En ce qui concerne les menaces qui pèsent sur l'audiovisuel public, Reporters sans frontières a publié récemment un rapport qui essaye de proposer une perspective européenne sur la situation et qui montre surtout à quel point agiter une réforme de l'audiovisuel public est devenu une stratégie politique. Qui permet de canaliser du mécontentement, de générer une forme de discrédit des journalistes. Et reconnaissons-le, les médias de service public aujourd'hui sont très souvent le refuge du pluralisme, le refuge de l'investigation. Et c'est pour ça aussi qu'un grand nombre de dirigeants politiques s'en prennent à l'audiovisuel public. Alors la situation elle est différente au moment où nous nous parlons en octobre 2025 par rapport à il y a quelques mois. Il y a quelques mois, le règlement européen sur la liberté des médias, qui est une législation pionnière, n'était pas en vigueur. Elle est désormais en vigueur depuis le 8 août. Elle impose aux États membres de l'Union européenne d'avoir à la fois des garanties d'indépendance pour l'audiovisuel public, mais aussi d'avoir un financement stable, pérenne. Et je crois que toute législation qui serait passée en Tchéquie, ou en tout cas qui serait présentée au Parlement, devrait être en conformité avec ce règlement européen sur la liberté des médias, et nous y veillerons. La radio publique tchèque a obtenu récemment la certification Journalism Trust Initiative, une norme internationale pour un journalisme fiable lancé justement par vous, par l'organisation Reporters sans frontières. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Ça signifie qu'après la certification d'Economia, qui est un média privé, on voit arriver donc des médias de service public, c'est bien. Il nous faut créer une coalition au sein de l'industrie des médias, au sein de la profession journalistique, de tous ceux qui se reconnaissent dans les standards professionnels. La Journalism Trust Initiative, ce n'est pas seulement un label public, c'est aussi une façon pour les rédactions de travailler sur leur propre pratique, de remettre sur l'établi ce qui constitue le fonctionnement interne. Et cette transparence, ce devoir de lisibilité à l'égard du public, à l'égard de soi-même, c'est quelque chose qui a peiné à émerger ces dernières décennies. On est ravis de voir un grand nombre de médias rejoindre ce mouvement-là. Nous sommes convaincus qu'il ne faut pas être dans un regard extérieur critique des médias, mais au contraire d'inviter les médias à une transparence, à une réflexion, faire un pas vers le public, faire un pas vers le meilleur des pratiques journalistiques. Et je suis très heureux qu'en Tchéquie, on sente un mouvement qui aille dans ce sens-là. Ce n'est que au prix d'une redéfinition du journalisme, une redistinction par rapport aux influenceurs, par rapport aux propagandistes, par rapport au contenu sponsorisé, que l'on arrivera à obtenir pour le journalisme une place spécifique dans le débat public. L'Europe centrale et orientale est une région clé pour la Russie depuis longtemps pour ses stratégies de désinformation, de manipulation de l'information. Quelles sont les démarches concrètes que RSF peut entreprendre depuis Prague pour lutter contre la propagande du Kremlin ? Le meilleur moyen de lutter contre la propagande du Kremlin, c'est de la démasquer. Nous sommes convaincus que tous les efforts de fact-checking, de debunking, comme on dit, ne sont pas vains, loin de là, ils sont utiles, ils sont importants. Mais le démenti que vous apportez à un récit qui s'est déjà propagé a toujours un impact moindre. Et c'est pour ça qu'il faut renverser la vapeur. Nous devons activement, parce que c'est un enjeu existentiel pour le journalisme, comprendre qui sont les personnes, quels sont les budgets, quels sont les récits que la propagande russe entretient à travers le monde, puisque c'est une opération mondiale. Et nous avons par exemple établi l'ampleur de la menace en Serbie avec Russia Today qui s'y est implanté, qui a même une connexion satellitaire. Et je crois que c'est exactement cela qu'il nous faut accroître comme connaissance, parce que nous avons face à nous des gens qui sont déterminés, qui n'utilisent pas les armes du journalisme, mais qui en utilisent les atours. Et il faut prendre garde à la façon dont nous pourrions avoir collectivement une fragilité à l'égard de ces récits-là. Le blanchiment d'informations fausses ou d'informations qui servent les intérêts du Kremlin, c'est l'objectif ultime de la propagande russe. Et parfois, nous voyons des partis politiques, des responsables politiques, parfois même des médias, qui légitimement se font avoir. Dans une interview pour la radio tchèque, ici à Prague, vous avez partagé vos inquiétudes liées au fait que les journalistes deviennent des cibles en exerçant leur métier dans des conflits armés, qu'ils deviennent des acteurs des jeux diplomatiques, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, je parle depuis une organisation qui célèbre aujourd'hui ses 40 ans. 40 années de combat aux côtés des journalistes, et l'histoire du journaliste, c'est une histoire de victoire, de progrès, de réalité révélée, mais c'est aussi une histoire de violence. Et il faut reconnaître que quand Reporters sans frontières a été fondé en 1985, on pouvait encore croire que le journaliste était, selon la formule consacrée, un témoin privilégié de l'histoire. Aujourd'hui, on voit que il est devenu, au fil des années, une victime collatérale, puis un témoin gênant, puis une monnaie d'échange. Et aujourd'hui, on a, et c'est pour ça que nous avons tiré la sonnette d'alarme avec, je crois, force morale et clarté de vue sur ce qui se passait à Gaza, puisque nous avons vu à Gaza à la fois la fermeture de la bande de Gaza, puis ensuite le discrédit porté sur le professionnalisme des journalistes palestiniens, et puis enfin leur élimination quasi systématique par l'armée israélienne. Et c'est pour ça que nous avons réuni 21 États il y a 2 semaines à New York pour dire qu'il était important de tenir bon sur les principes de la résolution 2222 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une résolution qui est très claire, qui dit que les journalistes contribuent à la protection des populations civiles par leur action, que les journalistes sont des civils et ne devraient en rien constituer une cible militaire légitime, et que tous ceux qui portent atteinte à l'intégrité physique des journalistes s'exposent à la justice internationale. Et ça paraît du bon sens, mais dans l'époque de confusion dans laquelle nous sommes, je crois qu'il était important de se réunir avec les États les plus engagés sur ces thématiques-là autour de ces principes fondamentaux. Il ne s'agit en rien de se laisser aller à un sentiment ou à un mouvement. Il s'agit de rester dans une position qui est une position de rigueur morale, de radicalité juridique,
et de rappeler les fondamentaux de l'exercice du journalisme. Est-ce que vous prévoyez d'ouvrir d'autres bureaux de Reporters sans frontières dans le monde ? Écoutez, si le besoin se fait sentir, oui, Reporters sans frontières contribue à l'action nationale. On n'est pas qu'un acteur, je dirais, de la solidarité internationale à l'égard des journalistes. Donc oui, si demain, en Afrique de l'Est, si demain en Inde, ou peut-être encore dans les Balkans, nous en sentons le besoin, nous sentons aussi qu'il y a une complémentarité qui peut être trouvée, nous le ferons. L'expansion internationale de RSF est la condition de sa crédibilité et de sa force. C'est ça qui fait que quand vous recevez un communiqué de RSF, il n'a pas été fait par quelqu'un depuis Paris qui n'a pas passé un coup de fil. On est désormais véritablement aux côtés des journalistes avec une capacité d'action immédiate et c'est ça qui fait notre force. Nous savons de quoi nous parlons. Et c'est pour ça que je dis aux gens, faites-nous confiance. Quand on vous dit qu'un journaliste est un journaliste, ce n'est pas un journaliste en uniforme, ce n'est pas un communicant, ce n'est pas un influenceur. Nous savons de quoi nous parlons et nous savons aussi qui ne fait pas partie de la famille du journalisme. Je crois que c'est très important qu'il y ait aujourd'hui ce respect du travail des ONG qui trop souvent, comme celui des journalistes, est mis à mal. Merci Thibaut Brutin. Merci à vous. Ce 6 mai marque le 170e anniversaire de la naissance de Sigmund Freud en allemand et en tchèque aussi d'ailleurs, une date importante pour la commune morave de Přibor, qui est la ville natale du père de la psychanalyse, où l'on prépare un festival Freud en ce mois de mai. Conférences, concerts, vernissages et autres événements seront au programme. L'occasion aussi pour la maison natale de Sigmund Freud d'inaugurer une toute nouvelle exposition permanente 20 ans après l'ouverture de l'institution. Nous sommes en ligne avec Lenka Žlepčíková. Bonjour, vous êtes chargée de la culture et de la maison natale de Sigmund Freud pour la municipalité de Přibor. Quelle est l'importance de cet événement pour votre ville, connue par le passé sous son nom allemand, je le rappelle, de Freiberg in Mähren, et qui compte aujourd'hui un peu plus de 7000 habitants? C'est très important parce que il y aura une nouvelle exposition de Sigmund Freud. Sigmund Freud toujours reste un personnage très important pour la ville Přibor. Alors, il y a aussi une galerie Jane Freud, qui est aussi de la famille de Sigmund Freud. Alors, donc, la ville toujours commémore ce personnage important. Alors, si vous deviez citer quelques-uns des événements qui seront organisés tout au long du week-end, ça commence donc le vendredi 15 mai. Est-ce que vous avez quelques points forts dont vous pouvez nous parler déjà? Le vendredi, le festival sera inauguré. Ce jour, le festival commence dans le monastère piariste, ici à Přibor. Il y aura des conférences et aussi des événements, on peut dire, culturels. Les concerts aussi? Les concerts, on peut dire qu'il y aura aussi un groupe spécial de klezmer band Mekki Messe. Il y aura un concert de ce groupe avec des chants spécifiques en yiddish. Il y a des conférences de Michael Václavík, Sigmund Freud, sur le Sigmund Freud. Et sur son influence sur la psychologie, évidemment. Oui, l'influence sur la psychologie. Samedi, il y a le vernissage de dessin, le vernissage de photographie. Surtout, il y a le programme dans le parc, des autres concerts, slam poétrie. Du slam. Il y a la discussion aussi, setkávání se Sigmundem Freudem, rencontre avec Sigmund Freud sur la maison de culture. Il y a le concert de Anaka et Galia Brothers. Anaka, qui est une chanteuse relativement connue en Tchéquie. Oui. Alors, c'est aussi important pour la maison natale de Sigmund Freud, cette institution pour laquelle vous parlez, parce qu'elle célèbre elle aussi un anniversaire. C'est en mai 2006 qu'elle a été inaugurée. Oui, bien sûr. On peut dire que c'est très important. Une nouvelle exposition
de Sigmund Freud, ça commence le vernissage, on peut dire, ou une exposition qui sera ouverte samedi, le 17. J'ai vu que dans l'histoire, vous aviez également, cette maison natale avait reçu un livre du petit-fils de Sigmund Freud. Est-ce que des membres de la famille, des descendants de Sigmund Freud sont attendus à Przybor pour ce week-end ou pas vraiment? Oui, il y a quelques membres de la famille de Sigmund Freud, mais pour ce moment, je ne sais pas exactement qui de cette famille. Mais ce sera la surprise. Oui, ça sera la surprise. Mais il y aura des membres, bien sûr. Une nouvelle exposition commence le samedi, comme j'ai déjà dit. C'est une exposition, on peut dire, symbolique pour Sigmund Freud. Parce que le visiteur entre à la maison et à l'aide des clés symboliques dévoile, on peut dire, les importants personnages qui influençaient la vie de Sigmund Freud. Alors, comme par exemple la mère, le père, etc. Aussi, les visiteurs dévoilent les importantes étapes de Sigmund Freud. De la vie de Sigmund Freud. Oui, de la vie de Sigmund Freud. Parce qu'on en connaît bien sûr les grandes lignes, mais il y a des détails qu'on sait un peu moins. Par exemple, le fait que sa famille est partie de Przybor, pas directement pour aller à Vienne, mais passée par Leipzig et d'autres étapes moins connues de sa vie. Oui. Sigmund Freud, il a seulement vécu à Przybor 3 ans de sa vie. Alors après la famille a déménagé, mais Sigmund Freud a été toujours attaché à Przybor. Je pense que Przybor a fait une importante étape de sa vie. Et vous êtes depuis peu seulement dans ce rôle à Przybor. Est-ce que vous sentez auprès de la population locale un réel intérêt pour ce festival et pour Sigmund Freud en général? Oui. Je sens qu'il y a toujours intérêt de la ville de Przybor pour ce personnage. Il est toujours connu ici à Przybor. Merci. C'est très important de le commémorer, cet héritage. Lenka Žlepčíková, merci beaucoup. On espère passer vous voir à Przybor, en Moravie. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de votre attention. On se retrouve pour une nouvelle émission demain, même heure, même fréquence, sinon sur français.radio.cz. Ahoj, naslyšenou.